Les municipales 2020. Les municipales 2020. Les municipales 2020. On en parle. On en parle. On parle sur Radio Sud Grésivaudan. Sur Radio Sud Grésivaudan. Les élections municipales 2020, second tour à Saint-Marcellin, le 28 juin prochain. Nous recevons aujourd'hui Jacques Lascoum. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation. Alors, comme la dernière fois, il n'y aura pas de montage, on va faire un petit nettoyage néanmoins, et puis une petite musique, et puis nous allons aborder ce que nous avons vécu tous ensemble, ces 8 semaines de confinement, 8 semaines pour le peu angoissantes. Tout d'abord, en quelques mots, Jacques Lascoum, comment vous avez vécu, vous, cette période de confinement? C'était facile, un petit peu compliqué? Bien écoutez, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai commencé par m'occuper de ma famille, donc les personnes un peu âgées, on a essayé de faire en sorte qu'elles soient protégées chez elles. Et puis ensuite, eh bien dans mon entreprise, j'ai fait en sorte que les gens qui pouvaient télétravailler, télétravaillent. On a pu dépanner des usines qui avaient besoin de matériel de stockage. Et ensuite, j'ai aidé les gens qui sont occupés de faire des masques, en particulier ces fameuses petites cousettes du Grésivaudan, à qui on a fait peu de choses pour elles, mais enfin on leur a donné un petit peu de tissu, une machine ou deux à coudre. Après, on s'est permis aussi quand même de conseiller, par l'intermédiaire de notre site, de conseiller aux gens de porter des masques. On a relayé ce qu'avaient dit des médecins et des professeurs de Grenoble. Alors, un point tout de suite quand même sur le premier tour de ces élections, où vous êtes passé en seconde position, devant vous Raphaël Mosselin avec 29,58% des voix, en troisième position Noël Thaon avec 21,74% des voix, Jonathan Soun 13,62%, Christophe Guersigny 11,37% et puis vous avec 23,66%. Satisfait de ce résultat? Vous pensiez faire mieux ou moins bien? Et puis on peut pas non plus oublier bien sûr le grand gagnant de cette histoire est quand même l'abstention. Oui, tout à fait. Personnellement, j'ai été extrêmement surpris que le premier tour soit maintenu alors même qu'on fermait les restaurants et les commerces. Après, je dirais que notre score par rapport à celui de Monsieur Mosselin ou de Madame Thaon nous a pas vraiment étonné. Il était à peu près attendu en proportion. On attendait beaucoup moins quand même, c'est clair, les listes écologistes à un tel niveau. Donc ça, il faut savoir le reconnaître. Voilà. Et ce qui m'a beaucoup surpris, d'ailleurs je l'ai dit dès la fin du premier tour, c'est que pourquoi organiser un premier tour alors qu'on savait d'ores et déjà qu'il n'y en aurait pas de second dans des conditions normales. Et c'est vrai que cette abstention me gêne beaucoup parce que, si vous voulez, on a empêché des gens d'exprimer leur volonté politique. Alors on nous explique que ça n'aurait rien changé au résultat. Peut-être, mais empêcher une dame ou un monsieur d'un certain âge, parce qu'il faut être honnête, c'est surtout les personnes d'un âge qui moi le premier, j'ai conseillé à des gens de ma famille de faire des procurations, et je sais que beaucoup de mes concitoyens ont carrément dit à leurs parents, aux grands-parents, de ne pas aller voter, que c'était trop dangereux. Donc on a privé de démocratie une bonne partie de nos concitoyens, et que le résultat soit changé ou inchangé ne change rien. Il y a eu une forme de déni de démocratie de la part du gouvernement. La décision de mettre ces élections au 28 juin, vous trouvez ça bien, parce qu'il faut à un moment donné que la démocratie reprenne ses droits, ou là aussi vous pensez qu'il aurait fallu un peu plus de temps, qu'on sorte un petit peu de ces 8 semaines de confinement, de cette obligation de porter les masques, de ces choses anxiogènes, puisque le 28 juin on va se rendre aux urnes, mais avec toutes ces précautions. Oui, tout à fait. Non, personnellement, je pense qu'il fallait recommencer la totalité des élections, soit en septembre, soit en mars, parce que ça n'a pas grand sens, et je n'arrive même pas à comprendre comment légalement, alors que le code électoral est très précis sur ce sujet et dit que les 2 tours doivent se dérouler dans un espace-temps relativement faible, de l'ordre d'une semaine à 15 jours, je ne comprends pas comment le Conseil d'État laisse faire cela. Vous sentiez cette abstention arriver, et puis comment on travaille une fin de campagne quand on est dans cette ambiance assez angoissante? Alors, si vous voulez, si on exclut
si on se cantonne aux politiques, à la préoccupation politique et électorale, je dirais que la question c'est y aura-t-il ou non scrutin, y aura-t-il ou non scrutin. Et cette question était effectivement pendant toute le début pendant tout le premier tour, excusez-moi, tout le pré-premier tour, et elle est exactement la même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que tout a été désorganisé. C'est-à-dire que normalement, vous devez remettre vos listes 4 ou 5 jours avant le premier tour. Là, le gouvernement a choisi de nous obliger à remettre nos listes 4 semaines avant le second tour. Et là, ça pose un problème pour négocier avec d'autres listes, pour discuter ? Tout à fait, parce que, si vous voulez, le problème, c'est que, en fait, le jeudi, Monsieur Castaner a confirmé que le deuxième tour a lieu le 28 juin. C'est-à-dire que tout le temps du confinement, on ne savait pas. Il confirme le jeudi et il nous oblige le mardi suivant à déposer nos listes. Donc ça, c'est assez invraisemblable. Et il y a eu quelque chose d'autre de tout à fait invraisemblable, c'est que pour la première fois, et je crois que ça ne s'est jamais vu dans aucune élection, on nous a obligés à déposer nos professions de foi avant même le début de la campagne officielle. C'est-à-dire que, si vous voulez, on n'a pas eu le temps de discuter avec nos concitoyens pour voir un petit peu la validité de notre projet. Et c'est d'autant plus grave que, si vous voulez, notre projet, malgré tout, peut-être que nos concitoyens souhaitent qu'on l'amende au vu de l'expérience qu'on vient d'avoir. Et c'est juste pas possible, puisque nous avons dû déposer nos professions de foi mardi, si je me trompe pas, mardi dernier. Alors, durant ce confinement, donc vous me disiez, vous avez œuvré avec certaines couturières, vous êtes occupé des vôtres, et puis vous avez continué votre activité professionnelle. La campagne dans tout ça, elle s'arrête, elle se met en stand-by immédiatement ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour nous, de toute façon, la campagne était interrompue légalement de fait, et il fallait être dans l'action. Et donc on a choisi, si vous voulez, d'utiliser les médias qu'on avait mis en place évidemment pour la campagne, afin d'essayer de faciliter autant que faire se peut la vie de nos concitoyens, et surtout de donner des consignes de prudence. C'est pour ça que sur notre site, à part un avertissement concernant les masques et la nécessité d'en porter, plus 1 ou 2 conseils aux entreprises, on a choisi effectivement de ne pas utiliser, de ne pas faire campagne. De toute façon, ça n'avait pas grand sens, puisque tout était, je dirais, stoppé et paralysé, et voilà. Et donc le redémarrage a été très complexe, parce que, si vous voulez, jusqu'au dernier moment, on n'a pas su comment ça allait se passer. Alors, quand je parle de campagne, peut-être que le terme n'est pas juste, mais est-ce que entre vous, votre équipe, vous avez continué à travailler avec les outils d'aujourd'hui, des visioconférences et autres ? Alors, on a surtout travaillé, effectivement, mais pas tellement de façon électorale, mais plutôt, effectivement, on s'est débrouillé pour que y en a un qui a bien voulu prêter un camion, un autre qui a bien voulu fournir de l'essence, un autre qui a fait la visite, il y a un garagiste qui a fait la vidange de la voiture qui avait servi à livrer les masques. Voilà. Donc, si vous voulez, on a été quand même dans l'action civile, et voilà, il fallait, voilà. On nous a dit que c'était une guerre. Moi, j'ai jamais cru que c'était une guerre, mais en cas de catastrophe naturelle, tout ce que vous faites doit être orienté en fonction des nécessités de faire face à cette catastrophe. Car pour moi, très clairement, ce qui vient de se passer, ça n'a rien d'une guerre, mais c'est bien une catastrophe naturelle à l'égal d'un tsunami, d'un volcan qui peut exploser, d'un incendie très violent qui peut y avoir. Voilà. Pour nous, c'est une catastrophe naturelle qui est effectivement mondiale. Et puis finalement, donc, ce sont, avec vos délais, alors peut-être que ce sont ces délais qui font que, aujourd'hui, on se retrouve avec à nouveau 5 listes qui se représentent à nouveau. Il y a eu quand même des accords, même s'il a fallu s'organiser, puis surtout improviser. Est-ce qu'on a essayé quand même de discuter avec l'un, avec l'autre, pour se dire, écoute, peut-être que tu devrais voir si on peut faire quelque chose ensemble? Oui, tout à fait. Nous, on a rencontré 2 listes avec lesquelles une, on a pu discuter un peu, mais ça n'a pas abouti. Et puis l'autre, par contre, dès le départ, avait décidé de ne pas... de rester tel que, ce qui est un peu surprenant, parce qu'elle n'a pas négocié ni avec nous, ni avec personne d'autre. C'est un peu surprenant. Est-ce que c'est
Voilà, nous, ça en était surpris. Donc, est-ce que c'est un allié de Mosselin? Je ne sais pas, mais voilà. Dans la réalité, ça nous a un petit peu surpris. C'est pas dans une logique. C'est bien qu'on ait 5 listes au premier tour, qu'on en ait encore 5 au deuxième. Après, il faut pas se leurrer. L'expérience qu'on vient d'avoir a contribué, à mon avis, à empêcher des rapprochements, parce que pendant le confinement, c'était très compliqué de discuter, si vous voulez, ne serait-ce parce qu'on ne savait pas si on n'allait pas refaire toute l'élection. Il faut comprendre qu'on a su qu'on ne referait pas toute l'élection que 4 à 5 jours avant de remettre les listes. Donc ça a été très compliqué. Vous êtes attristé de ne pas avoir pu aboutir à une entente? Oui, parce que je pense que si vous voulez, la logique de l'élection à 2 tours, c'est d'arriver effectivement à pas avoir, quand on a 5 équipes au premier tour, c'est quand même bien qu'on en ait plus que 2 ou 3 au second, quoi. Voilà. Un mot sur la gestion de cette crise sur notre territoire et sur Saint-Martin particulièrement. Vous avez quelque chose à dire? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'auriez-vous fait, vous? Alors, je sais que c'est très simple d'avoir un regard extérieur quelques semaines plus tard, mais qu'est-ce que vous n'auriez pas fait, par exemple, et qu'auriez-vous fait, vous? Alors, très clairement, dans une crise comme ça, je me refuse, si vous voulez, à critiquer ce qui a été fait. Non pas que, ou à dire j'aurais fait mieux, parce que d'abord on n'est pas dans la même situation, je n'avais pas tous les éléments puisqu'il n'y a pas eu de conseil municipal, il n'y a pas eu de décision discutée, tout a été, monsieur le maire a choisi de tout gérer seul avec une petite équipe réduite. La loi le lui permettait, donc je n'irai pas essayer de dire qu'il a eu raison ou tort de faire. À partir du moment déjà où on fait, c'est déjà ça c'est trop, je le ferai pas. Par contre, il y a des choses qui auraient pu être faites et qui n'ont pas été clairement, en particulier délivrer justement c'est un sauf-conduit pour permettre de livrer ces masques, parce que là on a dû jouer de la tolérance de la maréchaussée, puisque on n'était pas tout à fait dans les clous de la loi. Il aurait été aussi possible. Une fois, c'est une crise où les personnes privées et les entreprises ont pris le relais d'une technostructure défaillante de haut en bas. Et c'est très clair, je veux dire, c'est des privés qui ont... quand je dis des privés, c'est des personnes privées qui ont pris l'initiative. Vous prenez au CHU, c'est quand même terrible que l'initiative ait été pas prise par les patrons du CHU de Grenoble. Quand il a fallu dessiner des masques, ça a été fait par des gens, des vrais soignants, c'est pas le problème, des gens compétents. Et vous avez le service communication de Grenoble, du CHU de Grenoble, qui s'est empêché de dire que ces gens-là parlaient sous leur propre responsabilité. C'est assez effarant. Et donc, si vous voulez, moi, ce que j'ai vu dans cette affaire, c'est qu'effectivement, le pays réel, les Français sont bien au-dessus de leur technostructure. Et ils ont une technostructure qui est complètement, il faut quand même malheureusement le dire, malade. Elle est malade et de haut en bas, il faut quand même le dire aussi. Et ce gouvernement a été extrêmement mauvais. D'aucuns ont parlé de juin 40 sanitaire, c'est aussi mon opinion. Dépassé, on a vu toutes ces bêtises dites par le porte-parole du gouvernement en disant qu'un masque c'était dangereux, l'interdiction faite à la maréchaussée de porter des masques alors qu'aujourd'hui c'est 135 € si vous n'en avez pas. Ce matin, j'ai encore été dans un restaurant qui m'a dit écoutez, on est désolé mais mettez votre masque parce qu'on a eu un contrôle de gendarmerie hier. C'était à Tulin. Voilà, je pense qu'on peut envoyer les forces de l'ordre sur d'autres sujets, surtout maintenant, et surtout quand on sait qu'on leur a interdit de porter des masques pendant toute une partie de la crise. Ceci étant, vous parliez de ces particuliers, du monde privé, qui ont pris un petit peu le relais de l'État. Est-ce qu'aussi ça ne permet pas de jauger la capacité des citoyens à devoir être soudés, devoir se relever très rapidement, à avoir une réactivité à toute épreuve face à une épidémie comme celle-ci aussi? Vous savez, moi, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises étrangères, en particulier allemandes. Ce qui fait la force de la France, on le sait, c'est cette capacité à s'organiser face à l'adversité.
souvent, quand c'est trop facile, il y a une forme de relâchement dans notre nation. On ne sait pas trop pourquoi, c'est notre culture, c'est notre façon d'être. Mais dans l'adversité, l'histoire l'a prouvé plusieurs fois, les Français sont capables de se mobiliser. Et là, on a eu typiquement une mobilisation et qui est intéressante parce qu'elle est partie du bas jusqu'en haut de la société. Vous avez aussi bien des professeurs en médecine que des gens des grandes entreprises, que des toutes petites entreprises qui se sont mobilisées et des particuliers tout simples qui ont fait quelque chose. Et chacun a pris sa place. Chacun, et ces gens-là, c'est d'abord des gens qui se sont posé la question, qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je peux faire pour aider à faire face à cette catastrophe? Et c'est très intéressant parce que, sincèrement, c'est très français. Voilà, il n'y a pas eu de panique. Il n'y a pas eu de panique pendant cette crise. Les seuls qu'on a vu paniquer, c'est finalement nos gouvernants. Mais il n'y a pas eu de panique. Et donc, voilà, moi, je ressors très heureux d'être dauphinois et français parce que, et saint-maur-chinois aussi, bien sûr, mais parce que, voilà, on a... le peuple français a fait face, il faut quand même bien le dire, bien mieux que sa technostructure et son gouvernement. Il ne faudrait pas profiter de ce qui a été généré en termes de solidarité, de se dire on est capable, voyons ce que l'on peut continuer à faire encore en termes de solidarité, de ne pas perdre ce maillon qui a été très fort. Alors, vous savez, là, c'est intéressant de lire un petit peu ce qu'on a écrit avant le confinement. Personnellement, j'ai toujours pensé que le rôle du politique n'est pas de protéger ou d'agir à la place d'eux. Non, le rôle du politique, c'est de fédérer les bonnes volontés et, encore une fois, des bonnes volontés, on a vu qu'il y en avait. On a vu qu'il y avait il y en avait beaucoup et à tous les niveaux de la société. Donc le rôle du politique, encore une fois, moi ce que je dis aux Saint-Martinois, c'est que je vais pas faire tout pour vous, d'abord parce que j'en ai pas les moyens, mais je vais faire en sorte que vous puissiez faire ce que vous avez envie et qui va être bénéfique. Quand j'ai parlé de désentraver la ville, c'est vraiment de cela que je veux parler. C'est-à-dire qu'il s'agit de permettre à chacun, à son niveau, de faire ce qu'il a envie, ce qu'il peut faire, et on s'apercevra que le bien commun en sera fortement amélioré. Vous souhaitez devenir un élu facilitateur de projets d'idées? Tout à fait. Alors, à propos de devenir élu, oui, en effet, si dans quelques semaines vous vous retrouvez à la tête de la ville de Saint-Martin, est-ce que désormais, comment vous imaginez déjà cet avenir sur la ville de Saint-Martin à travers cette épidémie? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Covid, à votre avis? Alors, bien évidemment, c'est un phénomène mondial. On pourra pas dire qu'il n'y a pas eu un avant et un après. Après, c'est beaucoup plus difficile de savoir quelles seront les conséquences réelles. Par contre, on peut d'ores et déjà préciser que on va, en tant que ville, évidemment, avoir besoin de relancer l'activité. Mais là, il s'agit même plus de la développer, comme on l'a dit, et comme on souhaitait le faire, et comme on souhaite bien entendu toujours le faire avant le Covid. Il s'agit d'éviter que cette activité s'effondre. Et là, il y a de très très graves difficultés en ce moment. Alors, pas dans tous les secteurs. Donc l'idée encore, elle est toute simple, c'est de dire, on va appuyer, parce que, comment dirais-je, les gens énergiques sont pas que dans les secteurs qui marchent bien. Il y a malheureusement des gens qui sont dans des secteurs, tout le monde le sait, mais on va quand même le répéter, c'est essentiellement le secteur de la restauration, qui souffre énormément. Et dans ce secteur-là, il faut absolument que les secteurs qui souffrent moins, et c'est pour ça qu'on va essayer de mettre en communication et en contact, justement, les gens qui ont peu souffert, voire qui ont bien travaillé pendant cette crise, avec ceux qui ont plus souffert, pour voir comment on peut faire, sachant que, encore une fois, il faut que tout soit dirigé vers l'activité, et l'activité locale, et l'activité de main-d'œuvre. C'est comme ça qu'on préservera l'emploi. Parce que là, on parle quand même de chômage de masse dans tout le pays, en particulier, pas plus ou pas moins, mais enfin... et aussi chez nous. Donc, il faut absolument maintenir coûte que coûte l'activité. C'est-à-dire faire des choix, si vous voulez, qui engagent de l'activité humaine, de l'activité de main-d'œuvre ou de l'activité intellectuelle, mais de l'activité humaine et locale.
Voilà, donc ça suppose, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il ne s'agit pas de continuer à aller acheter des canapés ou des trucs à l'autre bout de la planète, alors qu'on peut éventuellement réparer ce qu'on a et puis le faire fonctionner. Voilà, donc ça c'est quelque chose, y compris au niveau de la commune. Et bien évidemment, il va falloir avoir une gestion extrêmement serrée parce que les entreprises sont déjà en mauvaise posture pour beaucoup d'entre elles. Donc si on n'arrive pas à alléger leur fiscalité, il y aura plus de boulot, quoi. Bon, maintenant vous savez pourquoi aussi les gens vont acheter à l'autre bout de la planète. C'est une histoire de coût. C'est bien souvent une histoire de coût. On s'aperçoit que, par exemple, dans le domaine de la nourriture, vous apercevez que souvent, si vous achetez pas cher, prends l'exemple tout simple des abricots. Quand vous achetez des abricots pas chers, je sais pas pourquoi, mais il faut que vous en mangiez 4 ou 5 pour avoir l'impression d'avoir mangé. Et si vous avez des abricots de bonne qualité, vous apercevez qu'ils sont goûteux, vous en mangez que 2. Alors, à la fin, c'est pas forcément plus cher. C'est-à-dire que si vous avez un produit de qualité, votre plaisir de manger, votre sentiment de satiété est meilleur. Et si vous voulez, moi je suis très attaché à ce que les bons alimentaires, quand ils sont distribués, soient distribués sur des commerces de Saint-Marcellin où les gens vont pouvoir être conseillés par le commerçant, plutôt que le bon alimentaire finisse par ne faire que d'acheter du Coca-Cola. Voilà. Et on sait tous que malheureusement l'obésité est plus répandue chez des gens qui ont des difficultés sociales. Et donc il faut absolument flécher tout ça. Et ça, on peut le faire. Et donc je crois pas du tout, si vous voulez, que ce soit plus cher d'acheter de la marchandise de qualité et cultivée avec soin et respect de la nature. C'est-à-dire vous pourriez être maire de Saint-Marcellin et dire voilà, maintenant vous avez des bons alimentaires, par contre vous allez dans ces magasins-là. Tout à fait, il faut que d'abord, c'est quand même logique que ce soit dans les magasins de Saint-Marcellin qu'aillent les bons alimentaires, dans la mesure où c'est quand même les entreprises et les particuliers de Saint-Marcellin qui ont payé avec leurs impôts, c'est bon. Donc c'est quand même logique qu'ils en bénéficient. Après, si on travaille au niveau de l'intercommunalité, c'est différent, hein, mais enfin, pour Saint-Marcellin, il faut que ce soit ainsi. Et parce que ça nous semble, encore une fois, faire mieux les choses ne coûte pas plus cher. Hein, ça coûte pas forcément moins cher, mais on peut toujours essayer de faire mieux en dépensant la même somme. La crise économique est annoncée dans tout le pays et qui, j'espère que non, mais devrait toucher néanmoins notre territoire. Et puis bon, vous êtes dans le domaine de l'entreprise. Vous savez un petit peu, vous jaugez un petit peu la température. Elle vous fait peur, cette crise économique, où finalement vous vous dites si on a du bon sens, c'est quelque chose qu'on peut facilement affronter? Alors, facilement affronter, non. Très certainement, je pense qu'on a de la difficulté. Par contre, ce qui me rend optimiste, c'est pas la hauteur de la vague, qui sera très très haute, mais je vais peut-être vous faire sourire, mais je pense que finalement, la France a de bons surfeurs. Je pense que cette crise a aussi révélé une capacité de notre pays à se mobiliser et il faut le dire, on est peut-être des Gaulois réfractaires, mais enfin là, en l'occurrence, je crois qu'on a fait le job. Voilà. Par contre, ça demande encore des sacrifices et encore pour la même classe moyenne de Français qui va devoir encore se sacrifier. Alors, vous savez, le rôle du politique, c'est d'essayer, et c'est son premier devoir, un de ses premiers devoirs, de rendre les efforts et les récompenses le moins inéquitable. Il faut être modeste, le moins inéquitable possible. Et donc, il faut que cet effort soit bien réparti. Et le rôle du politique, ça va être de répartir cet effort. Bien évidemment, vous êtes confiant. Néanmoins, il y a des craintes pour les petits commerces, pour les auto-entrepreneurs, pour les micro-entreprises, pour les personnes qui, aujourd'hui, se sentent un petit peu seules, délaissées et dont la seule crainte est de fermer la boutique. À titre si vous êtes élu maire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Que feriez-vous pour leur venir en aide? Le premier levier en tant que maire, c'est la fiscalité. Très clairement, c'est le premier levier, mais ça suppose, si vous voulez, une gestion de la mairie extrêmement rigoureuse. Et il faut le dire, plus rigoureuse encore que ce qu'on avait imaginé il y a 4 mois. Car il ne s'agit pas juste de redresser une situation qui a été laissée
à notre sens, à l'abandon pendant 20 ans, sachant que la notation là, qui est sortie sur un organisme qui note qui donne des bonnes et des mauvaises notes à toutes les communes de toute tendance politique. Notre note était très mauvaise, mais là on est dans une circonstance très difficile puisque d'un côté on a des commerces qu'il va falloir soutenir par une fiscalité adaptée, parce que je vois pas une fiscalité adaptée pour un commerce aujourd'hui, c'est baisser ses coûts fiscaux. Hein, on peut après essayer de réorienter au maximum les marchés publics sur les entreprises locales, mais il y a quand même des limites. C'est les limites que nous donne la loi. Hein, on peut pas. Donc il faut en tenir compte. Ceci étant, c'est vrai que on a quand même été très surpris que pendant le confinement, la mairie a fait une actu et elle a pris une imprimerie sans appel d'offres à l'extérieur de la ville. C'est quand même un peu surprenant, ça a été évoqué au conseil municipal, c'est quand même un peu surprenant d'aller prendre une imprimerie alors qu'on a 2 imprimeurs dans la ville qui n'ont jamais les marchés de la ville. Donc là, c'est quelque chose que vous, de toute évidence, si vous êtes élu, vous travaillerez directement avec les imprimeries, mais en tout cas, vous allez privilégier les locaux. Alors, il est évident que alors après, il faut pas non plus il s'agit pas de faire des cadeaux. On n'est pas là pour faire des cadeaux aux entreprises non plus. Hein, les entreprises, elles doivent vivre. Mais enfin, je suis en plein milieu d'une crise de confinement. J'ai besoin d'imprimerie. Je ne suis plus lié au marché public. Qu'est-ce que je fais ? Je vais voir l'imprimeur du coin. Non, si vous voulez prétendre relancer l'économie locale et aller chercher pendant le confinement une imprimerie à l'extérieur de la ville, alors que les 2 imprimeries ont tourné, elles se sont très bien organisées. Et puis moi, je suis pas inquiet parce que ce sont 2 imprimeries de qualité, mais elles savent se mettre en concurrence et je peux vous dire que elles sont comme des coureurs ou des boxeurs des fois, et voilà, et il faut qu'elles gagnent leur marché et je suis pas inquiet, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont compétentes toutes les 2, c'est que comme on dit, elles se tirent bien la bourre, quoi. Concernant les restaurants, vous en parliez tout à l'heure, qui ont fermé durant ces 8 semaines, un petit peu plus même d'ailleurs, non, elles ont fermé presque 3 mois. C'est une grosse perte en termes de chiffre d'affaires. Je pense aussi à des restaurants qui venaient juste d'ouvrir, hein, donc une trésorerie qui est très moyenne. Vous parlez de fiscalité, donc là aussi on essaye on arrête on arrête. On diminue, on exonère, on reporte, on fait comment ? Écoutez, on peut, sous réserve que la loi nous le permette, jouer sur la fiscalité foncière du propriétaire, c'est-à-dire que vous savez que beaucoup de locataires remboursent à leurs propriétaires les impôts fonciers. Donc il est peut-être possible, sous réserve que la loi le permette, de baisser cette pression foncière sur les entreprises. Après, il faut absolument rassurer, si vous voulez, nos anciens pour qu'ils retournent manger au resto. Donc nous, une des premières choses qu'on fera, c'est relancer quelque chose du type, j'invite mamie à aller au restaurant, quoi, parce que j'ai discuté avec les restaurateurs et c'est vrai que il y a une espèce, et je l'ai vu pour mon cas personnel, hein, qu'à la fête des mères, pour la première fois depuis de nombreuses années, ma maman a souhaité qu'on reste à la maison. Donc oui, elle a 88 ans, mais ça donne une idée, parce que il faut pas sortir. Donc voilà, il faut absolument que tout le monde, je crois qu'on l'a dit, et ça reste de ce côté-là, notre conviction n'a pas changé, il faut que les générations prennent soin les uns des autres. Tout à l'heure, vous évoquiez un petit peu tout le bien que vous pensiez du gouvernement concernant cette crise. Qu'est-ce que vous reprochez vraiment Alors on fait une petite parenthèse nationale du travail effectué. Vous n'êtes pas satisfait vraisemblablement du travail qui a été fait, mais vous reprochez quoi essentiellement, vraiment ? Quand un président de la République déclare que dans une gare, le matin, il y a ceux qui ne sont rien, pour moi, si vous voulez, c'est pas possible. C'est pas possible de parler, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, écologiste, on peut pas parler des gens comme ça. À partir du moment où on parle des gens comme ça, c'est qu'on a un logiciel intellectuel et culturel qui n'est pas du tout adapté à être président des Français. Si on a eu un tel désastre sanitaire, c'est parce que la personne qui est à la tête de notre nation a cet état d'esprit. Vous ne pouvez pas mener les hommes en les méprisant. C'est pas possible. Alors, on revient un petit peu sur votre sujet, les municipales à Saint-Marcellin. Dès l'annonce du 2e tour au 28 juin, on repart en campagne. Tout à fait. Alors, c'est plus compliqué que ça, puisqu'on n'a pas le droit de faire campagne avant le 15.
Donc on n'a pas le droit de tracter, on n'a pas le droit normalement de visiter les gens. En plus, c'est très compliqué puisque visiter les gens avec les conditions sanitaires, etc., c'est très compliqué de rendre visite aux gens. Donc c'est très très difficile. Donc nous, on a choisi. Alors en plus, notre profession de foi, on a choisi de pas beaucoup la modifier parce que, si vous voulez, c'est compliqué de distribuer une profession de foi. Après, vous faites une campagne électorale. Et alors, qu'est-ce que vont penser les gens? Ils vont dire, mais ça correspond pas parce que, un exemple tout simple. Si vous décidez dans votre profession de foi de conseiller aux gens de porter un masque, et si cette obligation de porter un masque tombe avant le 28 juin, ce qui aujourd'hui, vu le nombre de cas nouveaux avérés, semble possible, sinon probable, vous allez faire une profession de foi qui tombe à côté, quoi. Alors du coup, nous avons choisi, nous, de conserver notre profession de foi, surtout que, si vous voulez, je pense qu'elle est restée valable. On a dit dès le départ que le rôle d'un maire, c'était de fédérer, de désentraver, de permettre aux gens de faire. Voilà. Et je pense que de ce côté-là, la crise nous a donné raison. Alors, campagne, en allant voir l'électorat, mais alors aussi, il y a un travail. Est-ce qu'on se remet rapidement au travail en équipe? Est-ce qu'on retrouve ses marques? Est-ce qu'on le chef retrouve un petit peu. Alors, voilà. Alors, comment nous, en tant qu'équipe, on travaille? Alors là, c'est assez formidable. Pendant le confinement, on a vraiment été sur les problématiques du confinement tous. Alors on s'est tenu au courant, bien évidemment, on s'est donné des coups de main, quand ils sont venus me voir avec leur, parce que c'est pas moi qui suis parti sur les masques, c'est des colistières à moi, en particulier Sylvie Chapre et Sandrine Lefebvre-Barbanchon, qui ont débarqué dans mon bureau un soir, que j'avais à peine fini de réorganiser mon entreprise, et qui m'ont dit, bon, bah voilà, il faut qu'on fasse des masques, est-ce que t'as du tissu, quelque chose? J'ai dit, mais j'ai pas de tissu pour faire des masques. Ah ouais, mais t'as pas du tissu? Je dis, bah écoute, je sais pas. Et alors du coup, on a fait des masques en découpant des pantalons de treillis. Les premiers masques étaient en pantalon de treillis, et elles ont distribué ça très très rapidement à des ambulanciers qui n'étaient pas considérés comme gouvernement comme à risque, alors qu'ils l'étaient. Quand elles ont fini avec les ambulanciers, je crois qu'elles sont retournées voir les hôpitaux, qui ont fait un petit peu, d'après ce que j'ai compris, la fine bouche, mais pas longtemps. Et voilà. Et donc, voilà, moi je vais vous dire aussi, tant pis, je sais que c'est pas Saint-Marcinois, c'est pas du fromage, mais je compte bien aller acheter de la chartreuse dans peu de temps, parce que j'ai beaucoup apprécié le geste des caves de chartreuse qui a consisté à tout de suite livrer 10 mètres cubes, ce qui est pas quand même rien, à 10 mètres cubes d'alcool au CHU de Grenoble. Donc encore une fois, je vous dis, à tous les niveaux, je pense qu'il y a eu une organisation, et ça m'a plu. Et donc dans mon équipe, tout naturellement, dès que tout ça a commencé un petit peu à s'estomper, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés dehors parce qu'on n'a pas pu se retrouver dans notre local de campagne qui était trop exigu. Donc on a dû se retrouver dehors sous un petit barnum, et puis on a remis tout ça en route. Alors c'est toujours compliqué parce que effectivement, il fallait c'est surtout, si vous voulez, ces incertitudes qu'on a eues tout le temps pour se préparer. La mise en route s'est faite surtout dès qu'on a eu le sentiment que le danger était considérablement amoindri. C'est là où quand on a dit, bon, bah maintenant ça y est, bon, le gros coup est passé, le coup de tabac, comme on dit sur un bateau, le coup de tabac est passé. Donc, puis bon, quand on a vu aussi que les choses commençaient à redevenir dans la normalité, là, on s'est recontacté. Et donc, maintenant, on est à peu près, on peut toujours pas aller dans le local de campagne, mais on fait ça dehors. Puis bon, ça va bien, on peut le faire dehors. Il fait pas trop froid là. Alors, je me dois juste d'apporter une petite précision qui ne va pas contre ce que vous venez de dire, parce qu'en effet, Sylvie Meustelin-Chapre et Sandrine Le Barbanchon ont œuvré en étant sur votre liste. Hein. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de liste, il n'y avait plus de politique, c'était de la solidarité, et de préciser quand même qu'elles étaient une soixantaine de couturières sur tout le territoire. Hein, donc il n'y avait pas une soixantaine de couturières. Non, mais tout à fait. Et puis dans les couturières, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément justement. Et alors pourquoi je parle d'elles? Tout simplement parce que vous me parlez de ma liste. Donc voilà. Après, j'ai même d'autres gens sur ma liste qui ont fait d'autres choses. Voilà. Non. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, il n'y a pas eu elles ont fédéré bien au-delà Et c'est pour ça que j'ai quand même été choqué que la mairie refuse les sauf-conduits, parce qu'il y avait dedans
dans les cousettes, il y avait des partisans de mes adversaires. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Hein. Si ça n'avait pas été le cas, j'en aurais été le premier déçu, parce que c'est toute la France qui a bougé. C'est pas la France de gauche, c'est pas la France de droite, c'est pas la France d'en haut, c'est la France qui a bougé. Et chez nous, ce sont les Saint-Martinois. Voilà. Vous avez eu le temps déjà sans partir en campagne, hein, puisque comme vous le dites, tout ceci est à partir du 15 juin, mais est-ce que vous avez pu quand même discuter, jauger, rencontrer des gens dans la rue, ailleurs, qui vous ont donné quand même leur ressenti sur leur vécu de ce confinement, sur la gestion et ce qui leur a manqué, là où ils étaient satisfaits? Alors c'est très difficile parce que les plus anciens d'entre nous sont dans une situation d'anxiété qui reste très importante. Ça, c'est quelque chose d'important. Et les gens sont ils pensent à une deuxième vague, c'est-à-dire que les gens intellectuellement et sentimentalement, si je peux m'exprimer ainsi, ne sont pas sortis de la crise. Et donc c'est très difficile, et c'est pour ça d'ailleurs que ça va être très difficile, parce que les gens sont pas en train de réfléchir au prochain maire qu'ils souhaitent, ils sont en train de réfléchir à comment on sort de cette crise, comment dans mon entreprise on va recommencer à travailler, que je sois le patron ou que je sois le salarié, comment ça va se remettre. On m'a mis en télétravail, bon, c'est bien le télétravail, ça a beaucoup de qualité, mais pour les salariés, il y a des salariés qui adorent ça, il y en a d'autres qui aiment beaucoup moins, donc tout ça c'est très compliqué. Donc en fait, tout le monde est en train de remettre la machine en route. Et on leur demande de prendre une décision sur quelque chose qui, effectivement, nécessite que la machine tourne dans des conditions acceptables avant de prendre la décision, quoi. Jacques Lescaut, vous êtes bien Saint-Marcelinois, hein? Ah oui, 12 mai 1965, à l'époque, il y avait une maternité, et voilà. Et c'était bien Saint-Marcelin. Tout comme moi aussi, je suis né dans la même maternité. Et alors ça, c'est ma petite réflexion fil rouge, hein, que je pose à tous les candidats concernant un petit peu de ce qu'est devenu Saint-Martin, puisque lors de ce confinement, on a eu le temps, hein, d'échanger avec des gens sur Internet, notamment sur Facebook, où des réflexions fusaient, notamment la vie à Saint-Martin, qui visiblement, avec ou sans confinement, était un petit peu la même, où les gens disaient tout simplement que elle était morte, sans vie, on dormait, que Saint-Martin était devenu une cité dortoir. Et puis, alors après, on réfléchit, et puis on se dit que c'est vrai qu'en 30 ou 40 ans, et Jean-Michel Revol n'est pas forcément responsable de ça, puisque de toute évidence, toutes les villes de la même taille que Saint-Martin vivent la même chose, c'est-à-dire un endormissement. Et vous avez vécu un petit peu les mêmes festivités que moi. Enfin, je veux dire, on a connu tout ça, ces belles braderies, ces fêtes, ces quinzaines commerciales, ces chanteurs qui venaient. Il y avait eu énormément de chanteurs, place du Champ de Mars, qui venaient chanter 3-4 hein, même. Hein, c'était, et puis des vedettes à l'époque. Hein, c'était, moi je m'en souviens. Qu'est-ce qui s'est passé, Jacques Lescaut? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à repartir sur des rendez-vous citoyens qui donnent envie de boire de la bière, qui donnent envie de rigoler, qui donnent envie de chanter? À Vinay, ils le font, ça marche. Voilà. Donc ça veut dire que c'est possible juste à côté de chez nous. Si vous voulez, la précédente municipalité a choisi de dissoudre le comité des fêtes. Depuis, c'est pas passé grand-chose. Je pense que si la culture n'est pas une fête, c'est pas la peine de faire la culture, quoi. Enfin, moi, je pense que se cultiver, c'est d'abord un moment de joie. Or, là, on a fabriqué une espèce de culture où il faut prendre un air inspiré et en même temps un peu mélancolique pour avoir l'air d'être pris au sérieux dans le monde de la culture. Mais non, la culture, c'est Albert Camus, mais c'est aussi Louis de Funès. Enfin, je veux dire, c'est tout. C'est pas juste les gens tristes ou juste les gens qui nous font rigoler. Et je pense que, si vous voulez, la ville n'a pas su accompagner les mutations justement de notre commerce, qui à l'époque avait des moyens considérables. Vous savez, aujourd'hui, on a des grosses entreprises de fromagerie
qui ont des moyens considérables, puisque ce sont des multinationales. Est-ce qu'on a été voir ces gens-là pour leur dire, écoutez, voilà, on peut faire des choses, on est une ville, vous avez besoin de vendre cette ville et ce fromage à travers le monde, puisque vous vendez. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce qu'il y a des choses. Après, nous, on a des associations sportives qui sont prêts à donner. Vous savez, c'était tout bête, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait effectivement ces chanteurs, mais il y avait aussi les gamins de tous les clubs de sport qui faisaient des démonstrations. Moi, à l'époque, quand on me faisait faire des démonstrations, je me demandais à quoi ça servait, puis je me suis aperçu très longtemps après que ça faisait surtout plaisir à ma grand-mère. Mais du coup, elle était là et du coup, elle avait acheté, ou elle avait certainement bu un petit truc et puis elle avait ses tickets de toute façon, elle avait aussi ses tickets Donc, il faut accompagner les mutations. Et une ville qui se contente de dire, ah ben, l'industrie n'est plus ce qu'elle était. Bah oui, non, c'est sûr qu'elle est plus ce qu'elle était, mais elle est autre chose. Et aujourd'hui, je pense que bon, nous, en plus, par expérience professionnelle, si vous voulez, on vient de faire justement pour le 6 juin 44, une journée porte ouverte, on a eu 500 personnes. Et on s'y attendait pas du tout. On en attendait 200, ou même 150. Et pourquoi? Bon, pas tout simplement parce que mon équipe d'employés a été extrêmement motivée, parce que finalement ça correspondait au désir des gens de connaître. Des portes ouvertes d'entreprise, toutes les entreprises peuvent en faire. Il faut juste d'abord qu'elles y pensent et d'abord leur demander gentiment en tant qu'institution, et puis proposer éventuellement d'aménager le parking, parce que les entreprises n'ont pas toujours des parkings suffisants, ou de faire un relais, voilà. Et ça c'est très important. Et donc il y a à partir de là on peut faire des choses. Je veux dire, il suffit d'aller à Vinay pour voir que la vigueur culturelle de Vinay est bien supérieure à la nôtre, parce que s'il n'y a pas de vigueur festive, il n'y a pas... Moi, je crois pas à la culture sans un aspect festif. On va au théâtre et au cinéma d'abord par plaisir. Si on y va par devoir, c'est moins drôle, quoi, pour pouvoir dire, ah oui, je me suis cultivé ce soir, comme j'ai fait mes 50 pompes, ou non. Moi, je pense que la culture, ça doit être ludique, de même que le sport. À un moment, il faut que ce soit ludique, on court après le ballon, quoi. Voilà, et ça va dans le même sens. Et je crois qu'il faut retrouver cet état d'esprit, et parler de culture, si on n'a pas parlé de fête, c'est tuer la culture, c'est aller contre la culture. Nous arrivons peu à peu à la fin de notre entretien, Jacques Lascoum. J'aimerais connaître votre thème favori sur votre campagne, celui qui vous tient le plus à cœur, c'est lequel? Alors, après cette expérience, c'est un peu plus difficile de vous répondre, parce que si vous voulez, là, on est dans une nécessité. Et mon thème favori, je vais être clair, ça va être l'emploi. Mais c'est pas par choix, c'est par nécessité. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'il va falloir vraiment que ce soit notre thème favori, parce que c'est comme ça. C'est l'évolution à travers ce Covid. C'est vraiment le changement. On ne peut se consacrer sérieusement, et toute la politique de la ville doit être organisée autour de toutes les mesures possibles pour maintenir, je dis même plus développer parce que ça va être compliqué, mais pour maintenir au moins le maximum d'emplois. Et je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire parce que on a un certain nombre d'avantages. Voilà. Alors je sais qu'on nous a parlé d'une entreprise qui risquait de partir et de pas continuer. Nous, on a... Je trouve qu'on connaît des cadres d'une entreprise concurrente qui pourraient éventuellement faire en sorte qu'elle s'intéresse à cet emplacement et à ses salariés qui risquent sinon de quitter notre territoire, ce qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc c'est clair qu'aujourd'hui il va falloir se battre pour ça, se battre pour que les activités se maintiennent. Déjà et se développe ensuite, mais se maintiennent. Alors que c'est vrai que, je vais être honnête, notre première parce que les entreprises de Saint-Martin étaient en bonne santé avant le confinement. Il y avait quand même des entreprises qui tournaient bien, voilà. Donc il n'y en avait pas assez qui se créaient, donc on était dans une démarche de développement. Là, on va être dans une démarche de maintien. Et du coup, c'est mon thème favori. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la nécessité, et voilà, c'est comme ça. Pourquoi doit-on voter pour Jacques Lascoum le 28 juin? Parce que je crois beaucoup dans ma ville, et je crois dans mes concitoyens. Nous serons présents, nous, à Saint-Martin le 28 juin prochain. Vous nous accorderez une interview, quel que soit le résultat? Naturellement. Merci beaucoup, Jacques Lascoum. Merci.